Donald Trump, fidèle à sa réputation, qui hier soir a donc pris la parole, imprévisible, ingérable, qui met fin temporairement à 7 jours de chaos économique, mais qui cache et que cache réellement cet homme que vous voyez sur ces images. Peut-être des intentions plus inavouables sur lesquelles nous allons revenir. Tout d'abord, retour sur une semaine de séisme orchestrée par le président américain. Une semaine qui a coûté notamment à l'Amérique plusieurs dizaines de milliards de dollars. Regardez. Mes compatriotes américains, c'est le jour de la libération. Nous l'attendions depuis longtemps. Le 2 avril 2025 restera à jamais dans les mémoires comme le jour de la renaissance de l'industrie américaine. Je pense que nos marchés vont exploser. Nous devons leur donner une petite chance, mais nous créons des emplois. C'est la plus grande transaction de l'histoire de notre pays. Ne laissez pas certains de ces politiciens vous faire la morale. Je vous le dis, ces pays nous appellent, ils me lèchent le cul. Je suis fier d'être le président des travailleurs, pas des délocalisateurs. Le président qui défend Main Street, pas Wall Street. Je surveillais le marché des obligations. C'est un marché très compliqué. Mais si vous le regardez maintenant, il se porte très bien. Le marché des obligations se porte très bien en ce moment. Mais oui, j'ai vu hier soir que les gens étaient un peu nerveux. Ce que j'ai fait, il fallait le faire. On ne pouvait pas continuer comme ça. Magnifique boulot des équipes de LCI, midi 58 secondes. Pour résumer 7 jours d'effroi, un sénateur américain disait d'ailleurs que l'économie américaine a perdu 10 000 milliards en 7 jours. Alors hier, le locataire de la Maison-Blanche prend la parole. Le monde est en ébullition, les économies mondiales au bord de l'implosion. Et dans sa grande bonté, son humanité presque, Donald Trump prend la parole. Pendant un certain temps, je dirais ce matin et ces derniers jours, j'y ai réfléchi. J'ai eu des contacts avec Scott, Howard et d'autres personnes très professionnelles. Et je pense que tout s'est mis en place tôt ce matin, assez tôt ce matin. Nous n'avons pas eu accès à des avocats. Nous l'avons écrit avec notre cœur, n'est-ce pas? C'était écrit avec le cœur. Et je pense que c'était bien écrit aussi, mais c'était écrit avec le cœur. Il a été écrit comme quelque chose de très positif pour le monde et pour nous. Nous ne voulons pas blesser des pays qui n'ont pas besoin de l'être. Et ils veulent tous négocier. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas en faire beaucoup à la fois. C'est comme si nous voulions faire les choses correctement. Nous voulons faire les choses correctement. Mesdames et messieurs, je ne peux que vous livrer cette réflexion de Magali Barthès en écoutant le président américain. Je ne sais quoi dire. Sylvia, pourtant, vous allez nous en dire des choses parce que, grâce à vous, on va pénétrer dans les obscures coulisses de cet étrange revirement du président américain. Et autant le dire tout de suite, on va se plonger dans un monde pour le moins surprenant. Tout s'est dénoué, en tout cas, entre mardi soir et mercredi après-midi, avant qu'il n'annonce ses décisions aux journalistes dans le bureau ovale. L'équipe du président Trump s'est entretenue avec des sénateurs républicains et certains dirigeants étrangers. C'est le Washington Post qui nous raconte les coulisses de ce revirement. Ces sénateurs, ces dirigeants, écrit-il, lui ont fait part de leurs inquiétudes concernant la faiblesse des marchés et les craintes croissantes d'une récession mondiale, l'exhortant à faire quelque chose. Alors tout a commencé, Christophe, mardi soir devant Fox News. Oui, vous ne rêvez pas, émission spéciale avec une dizaine de sénateurs républicains, parmi eux John Neely Kennedy qui demande à parler au président droit dans les yeux. Pendant 15 secondes, il demande à l'animateur s'il peut le faire, sachant précisément que le président regarderait cette émission. S'en est suivi, vous le voyez, une discussion téléphonique entre le président et ses sénateurs, notamment Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui explique voilà ce qu'il a dit en évoquant notamment les ripostes de certains pays. J'ai expliqué au président que cette dernière issue serait terrible et, à mon avis, très préjudiciable au pays et au Texas. Je l'ai également encouragé à négocier rapidement un ou plusieurs accords commerciaux majeurs. Mais ce n'est pas tout, Sylvia. Il a également il a discuté avec des dirigeants étrangers. Oui, et notamment la présidente suisse, c'est Karin Keller-Sutter, dont les Rolex, vous le savez, et les chocolats ont été brièvement frappés de droits de douane de 31%. C'est elle
Et la porte-parole de la présidence a expliqué ce qui s'est passé. Au cours de cet entretien de 25 minutes, elle a souligné le rôle des entreprises suisses dans la création d'emplois aux États-Unis. Elle a rappelé que son pays avait aboli l'année dernière les droits de douane sur les importations de produits industriels américains. Le président aurait aussi regardé, toujours sur Fox News, une interview de Jamie Dimon. Alors on le connaît lui, c'est le président de la banque JP Morgan, l'un des patrons les plus influents de Wall Street, qui exprime depuis quelques jours déjà des critiques assez sévères, on en avait parlé ici. Le secrétaire au commerce également a appelé le haut responsable du commerce de l'Union européenne, c'est Maroš Šefčovič, et lui qui lui a fait part des représailles en préparation de l'Union européenne. Vous savez que le marché de l'Union européenne, c'est tout simplement le plus grand marché étranger pour les biens et les services américains. On connaît la suite dans le bureau ovale avec le secrétaire au Trésor. Les 3 hommes ont rédigé cette annonce, surprenant même certains membres de l'équipe Trump. Mais vous savez quoi ? Après ce revirement, les conseillers du président se sont empressés pour dire que c'était justement une stratégie du président Trump. Regardez ce que dit le chef adjoint du cabinet à la stratégie magistrale du président Trump. Son sens politique audacieux et sa brillante planification technique ont fait plus pour réformer le commerce, brisé en quelques jours, que quiconque n'a réussi à le faire en des décennies, tout en isolant économiquement l'architecte mondial de l'agression économique, la Chine. Voilà qui est justifié, et je vous laisserai méditer là-dessus, Christophe. Merci beaucoup. Vous savez quoi, Sylvia, c'est surtout nos experts qui devraient méditer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des visages comme les vôtres. La stupéfaction sur le plateau. Alors, on n'est pas sur Fox News, mais sur le plateau de LCI. Nicolas Guzman, je vais commencer par vous, ce président qui vous dit les yeux dans les yeux. C'est avec le cœur que... Voilà... J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision. Vous y croyez ou pas ? Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis, quitte à surprendre sa garde rapprochée ? Alors je pense que ce qui a tout changé, c'est dans la journée de vendredi, après le tumulte qu'on a eu suite au 2 avril. C'est qu'on a eu la plus grande banque américaine, donc JP Morgan, dont Jamie Dimon est le président, a commencé à faire des anticipations de récession pour la croissance américaine, donc pour l'économie américaine. Goldman Sachs a enchaîné le soir même avec une forte révision à la baisse des anticipations de croissance également. Donc là, on a déjà eu un choc parce vous avez déjà là donc les 2 têtes pensantes de Wall Street qui disent au monde entier attention, on va avoir un choc récessionniste aux États-Unis, ce qui déjà change pas mal les choses. Pendant le week-end, Scott Bessent, qui est très lié aux acteurs de marché, est allé voir en Floride Donald Trump et a commencé à avoir un discours avec lui justement de prudence, de la nécessité pour Donald Trump de calmer un petit peu la situation parce qu'ils avaient vraiment un problème, notamment sur le marché obligataire, ce qui a été d'ailleurs appelé par Donald Trump. Suite à cela, ensuite la décision n'a pas été prise. La journée de lundi, ça a commencé à être un petit peu plus souple. On a eu une communication de Bessent qui commençait à négocier avec le Japon, qui commençait à négocier avec la Corée du Sud. Et l'interview de Donald Trump en fin de journée, fin de journée en France, a montré que oui, en fait, les tarifs n'étaient pas là, comme le disait Peter Navarro, uniquement pour pénaliser tout le monde, mais vraiment comme étant un outil de négociation. À partir de là, donc, les marchés ont commencé à être déjà plus calmes, en étant un peu rassurés. Effectivement, les choses peuvent éventuellement s'améliorer. Dans le même moment, le marché obligataire a commencé à monter, c'est-à-dire que les taux de la dette américaine ont commencé à progresser, ce qui est vraiment un gros problème pour l'administration américaine parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Cette étreinte-là a continué jusqu'à mercredi matin. Et mercredi matin, la décision a donc été prise avec Scott Bessent et Lutnick pour pouvoir effectivement corriger la situation. Cela dit, le résultat qu'on a aujourd'hui n'est pas plus favorable que ce qu'on avait avant. On est en train de se rendre compte aujourd'hui quand même que on a les tarifs américains, les tarifs chinois pour les États-Unis, c'est 84%, les tarifs américains pour la Chine, c'est 125%. On assiste depuis hier au découplage des 2 plus grandes économies du monde à 125% et 84%. Il n'y a plus d'échange possible. Donc à partir de là, on a un monde totalement nouveau qui est là. Donc le choc qu'on a aujourd'hui n'est pas absolument pas anodin par rapport à ce qu'on avait hier. C'est encore aussi, c'est très très important ce qui est en train de se passer. Les places vont mieux, les marchés vont mieux, mais faut pas pousser un ouf de soulagement. C'est ce que vous nous dites. On reste prudent. Il n'y a pas de ouf de soulagement, et il y a d'autant plus que vendredi également, en plus de ce qui a été fait par JP Morgan, on avait Jérôme Powell, qui est le patron de la Réserve fédérale des États-Unis, qui est sans doute l'acteur le plus important dans ce qui est en train de se passer, a dit que lui ne baisserait pas ses taux, donc ne soutiendrait pas
ce qui est fait aujourd'hui par Donald Trump, ce qui est aussi une étreinte extraordinaire pour Donald Trump et vraiment quelque chose qui est contre lui, qui est très efficace pour le coup. Alors on reviendra sur ce duel, non pas à distance, mais ce duel frontal entre la Chine et les États-Unis. Visiblement, personne ne veut perdre la face entre Xi Jinping et Donald Trump, mais restons sur ce changement de ton, ce bouleversement. On était ensemble hier à la même heure, et hier, voilà, patatras, il y a du changement, il y a de la pression, bien évidemment. Est-ce que Donald Trump ne s'est pas dit aussi, ça va faire beaucoup? Déjà, il faut que j'aille au bout du bout avec la Chine. Si en plus j'ai les autres marchés, les autres pays, notamment l'Europe, ça va être compliqué. Moi, je crois qu'il était vraiment dans une logique jusqu'au boutiste. Qu'il en a vécu en fait, même ce qui se passait sur les marchés d'actions, mais qu'il a été rattrapé par la patrouille effectivement avec les taux d'emprunt de la dette américaine, parce que effectivement on était la semaine dernière à 3,9 sur les taux à 10 ans. Lorsque il a donc annoncé les droits de douane extrêmement sévères sur le monde entier, ces taux-là ont monté à 4,5%. C'est les taux donc auxquels les Américains se financent pour leurs dettes. Et là, on a commencé à avoir énormément de signaux d'alerte de la part de grands financiers qui disaient attention, si on arrive à 6, le crash de 2008, la crise financière de 2008, c'était une promenade de santé. Donc en fait, entre guillemets, on avait encore rien vu, y compris avec un Nasdaq qui dévissait de 10% en 3 jours, etc. Donc le fait que les conditions d'emprunt de l'administration Trump pour refinancer sa dette puisse atteindre des niveaux trop élevés pour être soutenables, et donc des taux d'intérêt, une charge de la dette qui s'accroît, une dette qui dévisse, ça, Donald Trump ne peut pas se le permettre. Lui, ce qu'il vise au contraire, c'est la baisse des taux. La baisse des taux obligataires. Là, on est en train de prendre le chemin inverse. Donc, de mon point de vue, c'est ça qui l'a fait reculer. C'est pas vraiment que les marchés d'actions, Wall Street paniquent, c'est pas du tout son monde. Sa base MAGA, elle a assez peu d'actions, en fin de compte. C'est vraiment l'histoire de refinancement de sa dette qui l'a préoccupé. C'est pour faire baisser les taux, donc pour relancer l'économie, qu'il met aussi une pression de dingue sur le patron de la Fed, Jérôme Powell, pour qu'il baisse ses taux, mais celui-ci, lui non plus, ne considère pas que les conditions économiques sont là pour qu'on puisse baisser les taux. On vit tout en direct. À l'instant, l'Union européenne suspend ses mesures de rétorsion pour 90 jours, comme Donald Trump. Donc on est plutôt dans une phase d'apaisement. Magali, il y a un disparu ce midi. Le gourou n'est pas mort, mais le gourou a été écarté de la Maison-Blanche. Pete Navarro, celui à qui nous devions cette stratégie économique de Donald Trump, a fait les frais. On sait d'ailleurs pour l'anecdote qu'il était en guerre avec un certain Elon Musk, qui lui ne voulait pas de ces surtaxes. Visiblement, il y a un gagnant aujourd'hui au Bureau Ovale. Oui, parce que Pete Navarro, il avait été nommé, c'est comme ça que Trump, en tous les cas, l'appelait, le tsar des tarifs. C'est-à-dire l'homme qui devait avoir la haute main, justement, sur les droits de douane. Et c'est vrai que toute cette politique qui a été mise en œuvre, c'était vraiment ce que murmurait à l'oreille de Trump ce Peter Navarro, qui avait écrit tout un livre sur la Chine et qui expliquait qu'en effet, il fallait mener une guerre totale et augmenter les tarifs, avoir une politique extrêmement protectionniste. Et c'est vrai que lui, qui est quand même le conseiller aux affaires économiques de la Maison-Blanche, donc il y a un poste phare dans l'équipe, a été exclu et porté disparu, a été exclu de la fameuse réunion dont parlait Sylvia, au moment où il faut rédiger avec le cœur, comme dit Donald Trump, le fameux communiqué expliquant qu'il y a un revirement total. En effet, parce qu'en fait, c'est toute la politique économique de Navarro qui se retrouve contredite par ce qui se passe sur les marchés. Et c'est à ce moment-là que Trump, manifestement, réalise que ce n'est pas tenable. Et donc, ce fameux Peter Navarro est à ce moment-là exclu. Le problème, c'est qu'après, tous ces conseillers, en effet, sont obligés de justifier le revirement. Il n'est pas possible de dire Trump s'est trompé. Ça, Mais non, tout était prévu, Magali. Eh bien, voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut expliquer que tout était parfaitement prévu et qu'il n'y a eu aucune improvisation, alors qu'il y a ce sentiment, en effet, d'amateurisme et d'improvisation qui est absolument patent. Ce qui est quand même absolument hallucinant, c'est que les sénateurs
Et les patrons d'entreprise vont sur Fox News pour s'adresser au président qui a en effet la chaîne d'information allumée en permanence et qui finalement s'informe par ces chaînes d'infos pour essayer de l'interpeller et lui dire ce n'est pas tenable, ce n'est pas tenable. Et ça marche, Magali? C'est-à-dire que ça a marché parce que la pression, notamment en effet du marché obligataire, a été tellement forte que toute la politique de Trump, qui était justement d'essayer de rendre soutenable cette dette américaine pour retrouver des marges de manœuvre, tout s'est écroulé. Donc il a fallu à un moment prendre une décision quand même dans l'urgence. Alors, dans quelques instants, on verra et on parlera de manipulation de possibles délits initiés parce que l'Amérique est en ébullition, veut des réponses. Les démocrates montent au créneau. On parle de commission d'enquête contre le président et ses proches. Juste peut-être un chiffre que j'entendais ce matin, chiffre qui nous interpellait d'ailleurs avec Magali, d'un sénateur démocrate américain qui disait que l'Amérique, en 7 jours, a perdu 10 000 milliards de dollars. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait réfléchir Donald Trump? On a vu des reportages, il y a des agriculteurs, il y a des céréaliers, il y a des boîtes qui gèrent notamment les hydrocarbures qui commençaient à s'inquiéter. Vous faites non de la tête, c'est pas ça? Non, parce que 10 000 milliards, c'est pas rien. 10 000 milliards, c'est des actifs financiers en fait, qui ont été récupérés pour partie avec le rallye, comme on dit, c'est-à-dire le rebond exceptionnel des marchés hier. C'est pas l'économie réelle qui a perdu. Pourquoi? C'est intéressant. Ça veut dire que ceux qui ont perdu ont peut-être gagné. Non, mais c'est pas 10 000 milliards dans l'économie réelle. Ce sont des actifs financiers. Ça veut pas dire que c'est pas inquiétant. C'est un thermomètre Wall Street. Mais en fait, encore une fois, dans la mesure où le Nasdaq avait perdu, donc c'est les indices technologiques, avait perdu, je crois, 12% et a récupéré quasiment la même chose hier soir, dans un rebond qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. C'était vraiment exceptionnel, les rebonds d'hier. C'est dire aussi le soulagement de Wall Street et des investisseurs. C'était à la mesure de la démesure. Et c'était des actifs financiers. Nicolas, vous êtes d'accord avec moi? Oui, le marché action américain, c'est 75 000 milliards de dollars. Donc si vous mettez une baisse de 12-15%, vous avez à peu près ce montant-là. Donc oui, enfin, le montant correspond à ça, mais c'est pas... Je pense pas que ce soit ça qui ait fait changer les choses. Vraiment, encore une fois, c'est le marché obligataire qui est en gros vraiment le nerf de l'économie américaine. Avec des taux trop élevés, vous ne pouvez pas avoir une économie qui tourne suffisamment rapidement pour pouvoir accomplir les projets de Donald Trump. C'est tout à fait impossible. Nicolas, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir un Donald Trump à la tête des États-Unis sur le plan économique, bien évidemment, après ce qui s'est passé? Et est-ce que les marchés financiers sont plus forts que le président américain? Ce qui s'est passé ce week-end le prouve. On va dire les marchés financiers sous 2 angles. Le premier, c'est Jérôme Powell, c'est la Banque centrale. Donc là, vous avez un contre-pouvoir qui est immense, parce que la personne la plus importante et la plus puissante au niveau économique mondial, c'est Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale des États-Unis. Et le deuxième point, c'est vraiment les banques américaines qui vont faire en gros la pluie et le beau temps sur ce que vont faire les investisseurs. Donc quand vous avez 2 appels de récession d'un côté et un patron de banque centrale qui refuse de baisser ses taux dans le même temps, vous avez un nœud coulant qui est en train de se mettre en place sur Donald Trump. Ensuite, je pense que la séquence est aussi intéressante pour les marchés, et c'est peut-être ça qui rassure tout le monde, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la semaine dernière, mercredi dernier, on s'est rendu compte que l'économie était dirigée par quelqu'un comme Peter Navarro, qui a effectivement une crédibilité assez faible auprès des marchés, et que ce qu'on a constaté ce week-end... Qui inquiète même les marchés. Qui inquiète les marchés, qui est sans doute responsable de la formule absurde qui a été appliquée. La fameuse formule mathématique. C'est ça. Et ce week-end, on a vu une reprise en main par Scott Bessent, qui est un vrai homme de marché, qui est un gars qui fait de la macro, qui a 30 ans d'expérience, qui sait quand même ce qu'il raconte. Donc il y a encore des adultes dans la pièce, comme on dit? Alors c'est ça, et en fait on a un passage de témoin entre quelqu'un qui est considéré comme étant réellement incompétent à quelqu'un qui a l'air bien plus compétent que ça. Donc on a, je pense, le fait que les marchés soient rassurés aujourd'hui vient sans doute de ça.